impressionnante. Et là, je me demande, mais une sculpture, qu'est-ce qui arrive avec ça? J'appelle. Michel, comment est venue l'idée d'amener ici, aux Trois-Couvents, M. Roger Langevin? En fait, j'ai eu une belle rencontre avec lui un peu par hasard. On a un projet sur la côte de Beaupré, il saura vous en parler un peu plus tard, mais c'est une rencontre. Là. Je veux dire, j'ai découvert un artiste à la fois inspiré, inspirant, entrepreneur, déterminé. Puis pour moi, ça a été tout naturel de lui demander de venir faire une présentation sur la côte là, pour partager son histoire avec les artistes de la côte de Beaupré. Donc, montrer le côté entrepreneur pour l'artiste et tout ce que ça comporte également. Oui, puis on a compris qu'être entrepreneur, c'est pas seulement avoir des revenus, c'est pas juste, c'est une question d'humanité, d'art tout court. Là. Et de ton côté, tu t'occupes de cette section-là. Donc, s'il y a des artistes des artistes en herbe ou des gens, des fois, qui ont des hésitations, ils t'appellent, puis toi, tu peux leur regarder avec eux leur projet? Oui, je peux les amener vers d'autres ressources, vers des choses qu'on a chez nous aussi, les accompagner dans leurs projets, leurs plans d'affaires, les mettre en contact avec les bonnes personnes aussi. On est la porte là, chez Développement Côte-de-Beaupré pour ces projets-là. Si on revient à M. Langevin, qu'est-ce qui t'a impressionné le plus dans cette conférence ou dans son œuvre en général? Son authenticité. Il est authentique, vrai. Je suis quand même impressionnée de voir que cet artiste-là, qui a 83 ans, soit aussi dynamique puis qu'il ait gardé son unicité. Pour moi, je trouve ça très charmant. Bien, Michel, un grand merci, puis on surveille bien avec attention ce qui va arriver avec M. Langevin sur la côte de Beaupré. Merci. M. Langevin, on a eu vraiment une belle conférence de votre part. Les éléments que j'ai retenus, vous avez parlé beaucoup de chance. Je pense que c'est un élément clé dans votre vie. Oui, je pense que... Et ça vient de m'arriver, cette idée-là. Ça fait pas longtemps que j'y pense. Je constate que la chance, c'est un élément parmi les plus importants de toute carrière. Toute carrière. Ça tient à des circonstances, ça tient à des rencontres aussi. Oui. Ça prend sûrement aussi du talent. Donc, ce talent, vous l'avez déployé, vous l'avez exploité par la suite. C'est un peu de tout ça? Le talent n'est pas la chose principale. Félix Leclerc disait que le talent n'est pas l'élément le plus important dans une réussite. Naturellement, je ne peux pas parler moi-même de mon talent, mais c'est sûr que le talent provoque un goût. J'ai toujours dessiné depuis mon enfance. Dès l'âge de 5 ans, ma mère me demandait de faire des motifs pour placer, qu'elle transposait à la craie blanche sur des tissus pour les robes des dames qu'elle faisait. Et elle disait, c'est mon fils qui a fait le dessin. Et déjà, j'étais encouragé dans mon enfance. Au collège, à Sainte-Anne-de-Beaupré, je dessinais beaucoup. À un moment donné, il y a eu un concours de dessin entre les enfants de la première année et de la 6e année. Hein? Éléments latins et rhétorique. Et j'ai gagné ex aequo avec un rhétoricien pour un portrait qu'on devait faire de Saint-Alphonse. Donc... Déjà, mon talent était déjà reconnu, je le savais, et j'en étais fier, peut-être un peu trop. Et quand je suis arrivé à l'École des Beaux-Arts, j'étais assez, je dirais, arrogant un peu, tellement sûr, tellement confiant dans mon talent. Et je faisais, par exemple, des portraits avant d'aller aux Beaux-Arts. Je faisais la bohème. Je vivais en faisant des portraits de personnes dans des gares. À la gare Windsor, là où les gens étaient sur le point de partir, donc il y avait comme une émotion. Fait que là, voulez-vous que je fasse... On n'avait pas encore nos cellulaires. Voulez-vous que je fasse un portrait? Puis là, pour 50 cents, je faisais le portrait. Donc, quand je suis arrivé aux Beaux-Arts, j'impressionnais beaucoup mes collègues qui disaient, mais il y a bien du talent. J'avais plus de pratique, mais je n'avais pas plus de talent que d'autres. Au contraire. J'avais pas une belle ligne, j'avais une ligne trop précise, trop forte comme un fil de fer. Et c'est là que les maîtres m'ont dit, ta ligne n'est pas sensible. Le dessin, c'est la sensibilité. Donc, j'ai dû humblement accepter ce que mes professeurs me disaient, que j'admire toujours aussi, qui ont été très importants dans mon évolution. Et par la suite, ça s'est développé au niveau de la sculpture.
On parle près d'une centaine d'œuvres que vous avez à travers le Québec? Oui, je suis le plus grand producteur de sculptures monumentales au Canada, je dirais. C'est arrivé comme ça. Tout le monde a vu, beaucoup de gens ont vu de mes œuvres, et moi, mon tour de force, c'est d'être méconnu. Je n'ai jamais pris le temps de travailler à ma publicité. Fait que là, vous m'aidez à faire ma publicité. Mais c'est une chose je suis tellement occupé par mon ouvrage. Mais je travaille comme un ouvrier 40 heures semaine, moi. Puis même plus qu'un ouvrier, parce que les fins de semaine, je suis toujours sur un projet. Parce que non seulement il faut créer une maquette, faire un dessin, avoir un projet. Avoir un projet pour un endroit donné en sculpture. Faire le dessin, faire la maquette, vendre le projet, vendre la maquette, rencontrer un conseil de ville. Et c'est un conseil que j'ai reçu d'un DG quand je vivais dans une petite ville du nord de Montréal, à Mont-Laurier. Un DG m'avait dit, je voulais produire une grande sculpture sur le thème du draveur. Une sculpture qui a été réalisée, qui a été faite. Cet homme m'a donné un conseil extraordinaire. Il m'a dit, un maire ne décide rien. Un maire fait ce que la population veut qu'il fasse. Donc, tu vas faire ta maquette, tu vas aller voir la Chambre de commerce, tu vas te faire inviter à un souper de la Chambre de commerce, la Société historique. Tu vas communiquer avec la compagnie James McLaren qui ont déjà engagé des draveurs et tu vas faire ton exposé. Puis à la fin de chaque conférence, tu passes le chapeau. Pas seulement des applaudissements. Tu leur dis, vous mettez combien? Si tu ramasses 3 000 $, la Ville va mettre autant. Fait que j'ai ramassé 6 000 puis la Ville a mis autant. Et donc, ça s'est continué. Donc, on faut pas... Et ça, c'est toute une technique au point de vue de l'entrepreneurship. Une technique, il ne faut jamais communiquer avec un étranger. Vous faites un projet, il faut trouver le guide. La bonne personne. La bonne personne qui connaît, qui a déjà l'oreille du décideur. C'est plus facile comme ça. Parce que le décideur, l'art, ça ne lui dit pas toujours grand-chose, là. Ses problèmes ne sont pas là. Une ville n'a pas pour intérêt premier de faire pour ambition première de faire des œuvres d'art pour attirer le tourisme. C'est aux sculpteurs de faire son projet et de leur montrer en quoi l'œuvre peut leur être profitable. Un client n'accepte pas une œuvre pour tes beaux yeux. Il accepte une œuvre si ça peut lui être utile. Donc, c'est à l'artiste de prouver à des décideurs que son œuvre peut leur être utile. Exemple, aux îles de la Madeleine, les pêcheurs, ma sculpture Les Pêcheurs est devenue l'emblème non seulement du petit village des Temps du Nord, mais de toutes les îles. La même chose pour le draveur à Mont-Laurier. Aussi, les bâtisseurs à Rimouski est devenue l'image de marque. Ma sculpture des bâtisseurs est devenue emblématique de la ville de Rimouski. Donc, c'est ça. L'œuvre monumentale, en fait, ce qui est extraordinaire pour l'artiste, qui travaille non pas pour des galeries, mais pour le grand public. Quand il réussit à placer une œuvre sur une place publique, c'est comme s'il était en train de parler aux gens, sans faire un sermon nécessairement, là, mais c'est de leur donner l'image de ce qu'ils sont, surtout en figuration. Moi, je ne suis pas contre l'art abstrait du tout, mais je pense que, j'en ai fait beaucoup d'ailleurs, je pense que, idéalement, sur la place publique, il faut faire des œuvres qui s'adressent au plus grand nombre, aux enfants autant qu'aux personnes âgées. D'où l'importance, comme vous dites, de saisir vraiment ce qui se passe dans un secteur, ce qui se passe dans un village pour que les gens en soient fiers. Mais tout à fait, tout à fait. Il faut faire des œuvres ressemblantes. Il faut que la communauté se reconnaisse dans l'œuvre qu'on fait pour eux. Ça oblige l'artiste à faire des recherches dans les archives, peut-être, ou de bouche à oreille, de parler avec des personnes âgées. Comme lorsque j'ai fait les bâtisseurs à Rimouski, pour trouver l'emplacement, j'ai parlé beaucoup avec des gens qui ont connu le fameux feu de l'année Sainte en 1950.
il y avait encore, aujourd'hui, il n'y en a plus de ces gens-là, sont trop âgés, mais j'ai parlé avec des vrais citoyens et des vrais témoins de cette tragédie et qui m'ont conté des choses extraordinaires. Et quand j'ai fait mon monument, ça me restait dans l'esprit. Comment orienter, où placer le monument pour commencer? Quelle dimension lui donner, tenant compte de l'environnement immédiat? Quelle dimension? Quel axe lui donner pour le soleil, par exemple? C'est toutes des questions à laquelle on doit réfléchir. 2023, vous faites un retour, vous êtes passé par Sainte-Anne-de-Beaupré pour vos études. On prépare quelque chose sur 2023. Est-ce qu'il y a des éléments que vous pouvez déjà nous annoncer pour la côte de Beaupré? C'est sûr que si vous me demandez de parler de Sainte-Anne-de-Beaupré, moi, je suis un peu viré à l'envers. En revenant ici, ça fait longtemps que je suis venu et j'ai vécu 6 ans au séminaire Saint-Alphonse. Donc, c'est un lieu qui m'a marqué. Je suis venu souvent à Beaupré. On allait à pied. On fréquentait sur la côte. On allait beaucoup sur la côte. Donc, il y a cet élément-là. Donc, j'ai pensé léguer à Sainte-Anne-de-Beaupré une sculpture d'importance qui sera dévoilée au mois de juin. Maintenant, j'aimerais pas trop vous signifier ce que c'est, mais dites-vous que c'est une sculpture assez imposante qui aura en relation, disons, avec, je pourrais vous dire tout de suite, en relation avec l'idée de réconciliation qui est mise de l'avant par le gouvernement fédéral. Ça rappelle un peu la réconciliation. Et aussi, c'est pour qu'on garde un souvenir du passage du pape à Sainte-Anne-de-Beaupré. Le pape n'est pas venu à Ottawa, il n'est pas venu à Montréal, à Toronto, il est venu à Sainte-Anne-de-Beaupré. Ça prend plus qu'une petite plaque pour parler de ce passage extraordinaire. Monsieur Langevin, on va suivre ça avec grand intérêt. Un grand merci, un grand plaisir de vous avoir rencontré, de vous avoir écouté aussi pendant cette conférence. C'est moi qui vous remercie.